Partez pas. Et j'ai pas le choix, quoi. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est ça, ce truc de trop ou pas assez. Le sport, la clope, les histoires d'amour. T'es là, mais si c'est pas une passion qui me déchire la gueule. Moi, je vais écouter Des'Ree Kissing You pendant 1000 heures d'affilée en pleurant. Et c'est là que je sais que c'est chambé. Et en fait, non. J'essaye d'apprendre en vieillissant que parfois, juste le doux, juste les trucs agréables, c'est bien. Encore elle? Mais oui, c'est déjà la 3e fois que je reçois Morgane Cadignan dans ce podcast, mais je pense qu'au moins une fois par an, on a tous besoin de son optimisme. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Morgane Cadignan, elle est très marrante et ça tombe bien puisqu'elle est humoriste. Pendant 2 ans, elle a tenu une chronique quotidienne dans la bande originale sur France Inter qui s'appelait Morgane Cadignan ne vous aime pas. Elle est toujours chez Inter, mais maintenant en hebdomadaire et elle continue de présenter son spectacle un peu partout en France. C'est une de mes personnes préférées du monde entier, donc je suis très heureuse qu'on ait pu se retrouver en public pour une fois au Point éphémère pour parler de plein de choses, des trucs les plus surprenants à nos sujets, du fait de bosser énormément pour fuir le quotidien, d'apprécier la normalité et d'essayer de moins vouloir atteindre des choses immenses et passionnelles, de son titre de championne de l'aube du lancer de poids, de ton envie de parrainer un requin, de nostalgie et de quand on fait quelque chose pour la dernière fois sans le savoir, de quand on réalise l'impudeur du stand-up, de ne plus chercher à sauver des amitiés, de toutes les fois où à 30 ans on a l'impression d'être déjà des boomeuses et du fait qu'elle a repris la clope parce que sa résolution c'est d'arrêter, d'essayer d'arrêter. J'espère que ça vous plaira. L'homme qui lance la clap au fond. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci Morgane. Bah écoute, avec plaisir, c'est la première fois, non? En fait, ça, c'est un peu scandaleux quand même. Je pense que le copinage va finir par se voir. Par applaudissement, qui a écouté les premiers? Pourquoi tu l'as pas fait? Non, Non, mais par applaudissement, qui ne les a pas écoutés? C'est plus simple. Pour ceux qui savent pas, faut qu'on refasse tout le truc sur le fromage. Ouais. Alors, il y a des jeux de mots sur le fromage qui risquent de fuser. On en est désolé. Néanmoins, nous ne regrettons rien. Sachez-le. Mais merci déjà d'avoir écouté et puis d'être venu. Merci d'avoir accepté de revenir. Écoute. C'est très bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens dans mon salon. Sauf qu'on est sobre. Oh. Combien de fois t'as écouté l'hymne de la Starac 2022? La vache. Non mais ça en devient un problème. Non. C'est parce que j'ai fait des stories la semaine dernière, la Starac, que je ne regarde pas. Cette personne regarde, moi j'ai pas regardé un seul prime. D'ailleurs, une seule sachez que c'est une safe place, personne ne va spoiler qui est sorti hier parce que je la force à le regarder ce soir. Par applaudissement. Il y a des gens qui regardent? Non mais tu sais quoi, je suis obligée de dire un truc, je connais cette fille, elle s'appelle Pauline, elle produit la Starac en fait. Donc tu bosses sur l'émission, tu n'es pas objective. Viens dans le canapé. Et non, et j'ai fait des stories la semaine dernière en disant que j'avais découvert la reprise de Ne partez pas sans moi par la Starac 2022. C'est le truc le plus horrible qui s'est fait musicalement. C'est produit par Quentin Mossiman. Ouais, et je mets vraiment de ça en dessous du Papa Pingouin en termes de qualité, quoi. Non, c'est hardcore, mais il s'est produit un truc où vraiment, je vous jure, pendant une semaine, j'ai été incapable d'écouter autre chose. C'est-à-dire qu'il est déjà dans mon top Spotify de cette année, parce que ça te prend tellement la tête et c'était bien au début, et là, maintenant, je l'écoute un peu en pleurant, quoi. Partez pas! Et j'ai pas le choix, quoi. C'est un enfer, je sais pas, je pense que je l'ai écouté 90 fois, quoi. Mais là, ça y est, je m'en lasse. Et toi? Non, parce que... Énormément, mais j'ai prévu une soirée avec des copains où on va prendre la Corée. Mais elle est belle. Moi, j'ai lâché depuis que tu fais du foot. Ouais, mais il y a des trucs... Et c'est quoi le truc? Parce que tantôt, on parlait avec Jonathan, qui est mon manager père.
Et je lui ai appris un truc dont j'avais complètement oublié l'existence, c'est que quand je savais pas quoi faire de ma vie juste avant de faire du stand-up, j'ai eu une phase où je voulais être flic. Et c'est vrai que c'est surprenant. Tu te tirerais tellement dessus avec ta propre arme la première semaine. Mais exprès. Non, oui, mais le seul truc qui m'a bloqué, c'est que j'avais pas le permis. De voiture. Bah oui. Tu veux pas être flic si t'as pas le permis? Non. En tout cas, pas en voiture. Et j'avais pas envie de faire du cheval et tout, tu vois. Tu peux être flic en trotte, le truc le plus nul et déprimant de la Terre, je pense. Mais il y en a maintenant. Dans Paris, il y a des flics en trottinette électrique, les gars. Ça donne envie d'être hooligan. Je pense qu'on a mis une pièce dans la machine de la fin du monde. Je pense qu'on a déjà mis plusieurs. C'est terminé. Mais du coup, c'est quoi, toi, le truc qui serait hyper surprenant et que personne ici pourrait deviner à ton sujet? Par rapport au métier que je voulais faire? Non, par rapport à n'importe quoi dans ta vie. Putain, tu me prends... You wish. Non, tu me vois à brûle pour point. Le truc le plus surprenant... j'ai des petites lubies cheloues, tu vois. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai un vrai truc avec les requins, par exemple. C'est-à-dire voilà. Je suis un truc genre un kink? Ouais. Non, pas un kink sexuel, parce que si t'as un kink sexuel avec le requin, bah t'exauces une fois et c'est terminé. J'espère que c'est un bon coup. Tu peux pas te rater, quoi. Ouais, non, je sais pas, je suis hyper fan des requins. Je connais tout sur les requins et je m'étais renseignée pour parrainer un requin, en fait. Tu peux donner de l'argent pour qu'on... Tu fais du foot. Non, vraiment, si à ce moment-là, si on commence sur les sports improbables, le truc qui serait le plus surprenant, c'est que j'ai eu un cheval. Il s'appelait comment? J'ai pas envie de répondre. Fanny? Non. Il s'appelait comment? J'ai pas choisi. Dis. Elle s'appelait Belle. Écoute, j'ai posé... C'est un nom de cheval, quoi. Bah oui, c'est ça qui est horrible. Ah non, si, j'ai un truc surprenant. J'ai été championne de l'Aube de lancer de poids. Voilà, allez! Championne de Ça a quoi? l'air nul, le requin que je voulais acheter maintenant. Non, je finis juste sur le truc, tu peux les faire pucer par des organismes de défense des océans et de la faune maritime, et comme ça, tu suis ton petit requin sur le... Voilà, parce que entre deux burn-out, c'est toujours un bon moyen de s'occuper. Et ouais, non, et j'ai fait de l'athlétisme. Quand j'étais au collège, dans l'Aube, là où j'ai grandi, et je courais pas assez vite pour la course, je sautais pas assez haut pour... Enfin bon, bref, il y a toujours un truc, et le truc où j'excellais, vraiment beaucoup parce que j'étais toute seule dans l'équipe aussi, c'était le lancer de poids. Voilà, le truc le plus féminin, donc je me faisais des petits « Ah !» et j'ai évidemment un trophée qui est en forme de poids. Donc c'est une boule et les gens croyaient que c'était... Pourquoi t'as une paire de boules de pétanque gravée à ton nom? Bah non, c'est ma médaille. Voilà. Après, c'était une enfance, on a fait ce qu'on a pu, autant du côté de mes parents que de moi. Donc. Et que du département de l'Aube où c'est pas non plus... C'est où? Ah, c'est 3, genre? Ouais, c'était pas 3, mais c'était encore un peu à côté, dans la campagne, à Marigny-le-Châtel, moi. J'ai grandi. C'est dur. Et je lançais des poids. Voilà. J'ai pas hyper envie de développer. À la fois parce que vraiment l'histoire est terminée. C'est le 3e épisode qu'on fait ensemble, parce que j'ai peu d'amis. Et est-ce qu'il y a des choses... Parce que je sais que toi et moi, on réécoute de temps en temps les 2 premiers, parce que ça nous fait beaucoup rire. Et vu qu'on les réécoute de temps en temps, est-ce qu'il y a des choses où maintenant tu les réécoutes et tu te dis « J'ai vraiment dit de la grosse merde ». Tu te rappelles dans le numéro 1 quand je disais que j'étais dans la salle d'attente du bonheur? Still there. Vraiment le médecin du retard. Non, je regrette pas ce que j'ai dit, mais je pensais que ça irait plus vite. Je t'ai dit ça en 2020 avec tellement d'espoir. Ouais, je vais être heureuse, là, c'est une question de semaine. Non, en vrai... non, je ne change pas. C'est toujours la philosophie de vie que j'essaye d'avoir de on fait ce qu'on peut, c'est cool, jour par jour, optimisme, on essaye de dégager de la lumière et tout, et je suis toujours d'accord avec ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus de mal à le mettre en application parce que j'ai grandi, que je suis devenue plus fataliste et que
et que le monde, quoi. Donc ça sur le premier épisode, ouais. Bon, après, il y a toutes les fois où j'ai dit que je ferais pas de chronique, machin, dans le premier épisode. Bon, bah, super bien Ellipse, elle a tourné. fait 2 ans de quotidienne. Voilà. Et après, dans l'épisode 2, je sais plus trop ce que je dis entre les trucs de fromage et sur le taf. Mais non, je crois que ça a pas changé. Après, si je dois choisir un truc plus général, c'est ce côté, c'est l'optimisme qui peut, faut se battre un peu plus, quoi. Maintenant. Est-ce que maintenant tu penses que l'univers complote pour te mettre des bâtons dans les roues? Non, je pense toujours que l'univers. Tu les mets toutes mais tu seules. sais que cette phrase, qui était une phrase du premier épisode où je dis mais je pense que l'univers complote pour mon bonheur. Mais vrai, le nombre de gens qui se sont foutus de ma gueule. C'est-à-dire que j'ai un pote, dès qu'il m'arrive une merde, c'est-à-dire voilà, on est sur un bon karma. Je reçois un texto qui me dit est-ce que tu penses que l'univers complote pour ton bonheur? Vraiment, dès que je me fais arnaquer ma carte bleue, des trucs comme ça. Et ouais, bah non, je pense que l'univers, il fait ce qu'il peut, là. Il en est rendu à essayer de dealer avec ce qu'on lui donne. Bah oui, j'espère, je peux pas dire non maintenant, ça serait terrible. Ouais, je pense. Je pense juste que il y a peut-être une tonne de fois où T'étais pas sa priorité. Non, c'est pas ça, mais oui, ou peut-être qu'il l'a fait et j'ai pas vu. Parce qu'en fait, c'était facile dans l'épisode 1 d'être hyper optimiste, de dire je suis dans la salle d'attente du bonheur, l'univers complote, machin, il va m'arriver des tas de trucs, je suis hyper confiante. Parce que là, et on était à la période où les choses commençaient à rouvrir un peu. On était en mode c'est bon, là, c'est notre année. Ouais, c'était été 2020, donc on était vraiment après le tout premier confinement. Mais même d'un point de vue beaucoup plus personnel, en dehors du stand-up et des salles et des théâtres, j'ai vieilli, quoi. Donc il y a juste un truc je me suis rendu compte avec le recul que l'univers ou je ne sais qui m'a peut-être envoyé plein de trucs bien, que j'ai kické dans l'autre sens en me disant que c'était de la merde. Pourquoi? Oh de la bonne fuitasse, je pense. De la bonne fuite, mais parce que, je sais pas, parfois il faut 3 années de recul pour dire ça peut-être que c'est un truc qui aurait pu me faire vachement du bien, ça c'est un truc qui aurait été super. Ok, son nom. Non. Non, mais pas, oui, dans des trucs amoureux, évidemment, mais tout, dans le taf, je me suis pas fait violence beaucoup, en fait. Le fait d'avoir fait 2 ans de chronique quotidienne et que c'était beaucoup de boulot, avec la tournée à côté, c'était un gros rythme, ça m'a donné une excuse parfaite pour me faire violence sur rien, sur tous les trucs autour. Parce que j'ai fait 400 chroniques, j'écrivais tous les jours, je partais en tournée, je bossais, j'ai passé 2 ans à vraiment bosser tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est devenu... je l'ai tellement utilisé comme excuse que c'est un peu devenu mon identité, tu vois. J'étais la meuf qui bosse et qui a pas le temps. Et c'était très pratique pour moi parce que du coup, j'ai pu éviter un nombre de trucs que j'avais pas envie de faire incalculable. Mais j'ai aussi évité peut-être un nombre de fois où j'aurais peut-être dû me poser avec moi-même pour faire un peu le tri dans ma tête, et je l'ai pas fait, tu vois, parce que j'étais dans un tunnel et je me suis dit on verra de l'autre côté, et j'ai vu. Après là, je suis plus en quotidienne. C'est cool. Vraiment, c'est trop bizarre parce que tu rechanges le rythme et tu te prends des trucs à régler. Tu réalises que c'était pas le taf le problème, quoi. Non. Des fois, la lumière au bout du tunnel, c'est juste les phares de la voiture à contresens. Non, c'était pas le taf le problème, mais c'est sûr que là, je me prends un backfire de trucs dont j'ai pas fait le deuil il y a 2 ans. Et pendant 2 ans, j'étais sur mon autoroute. Et là, c'est super parce que j'ai juste mon spectacle à Paris 1 fois par semaine en ce moment et une chronique hebdomadaire. C'est-à-dire que là, on a un automne hyper beau. On va mourir, mais c'est cool. En t-shirt au moins. Et je passe énormément de temps à me balader dans la rue en jogging avec un bonnet. Je fais l'ouverture des magasins de déco, j'écris des trucs dans des petits Moleskine, je m'assois dans des parcs. On dirait vraiment quelqu'un qui se remet d'une TS. Parce que je prends le temps et je me dis mais putain, mais bien sûr, c'était ça il y a 3 ans. C'est pour ça que j'étais vénère. Et mon vieux, quelle belle perte de temps. Mais en fait, c'est cool. Je pense que personne, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, s'il y a des humains qui sont capables de régler les trucs et gérer les traumas en flux tendu quand ils arrivent, bravo.
Mais moi, je sais pas faire ça. Mais j'avoue que c'est un truc que j'avais noté là dans le deuxième épisode, c'est que des fois, t'étais en mode, des fois, il faut se foutre la paix, il faut accepter qu'on va pas régler tous nos trucs qui fonctionnent pas. Ellipse. Et bah, c'est marrant parce que ça, je reviens pas dessus parce que j'y crois. Je crois vraiment qu'on manque de bienveillance envers nous-mêmes, qu'on n'est pas doux, que faut se foutre la paix. Mais ça, pareil, ça a été mon discours. C'est un truc que j'ai énormément dit et je l'ai jamais aussi peu appliqué qu'au jour où que pendant tous ces mois où je répandais la bonne parole à mes potes. Mais parce que j'y croyais, je les voyais faire. J'étais là, mais gars, tu peux pas vivre comme ça, calme-toi, tu peux pas être exigeant envers toi-même, enfin, mec, t'es super. Et puis après, je rentrais chez moi, j'écoutais des trucs dans mes AirPods de merde, Isabelle Boulet, tu vois. Et j'étais là, putain, je suis une merde. et tout ce discours s'est appliqué au monde entier, sauf à moi. Le truc de la douceur envers soi-même, là, ça y est, allez, peut-être, faut être honnête, je le fais peut-être depuis le milieu de cet été. Mais avant, ça a pas existé. Et je le répétais beaucoup parce qu'il fallait que ça existe au moins dans les mots. Sinon, ça avait pas de sens. Mais on a une capacité à se mentir là-dessus et à se faire des films, putain. Je fais beaucoup de vannes sur Franck Dubosc et Christian Clavier, mais les films de Morgane Cadignan, ils sont... Ouah, ceux que je me fais à moi-même, ils sont bien nuls. Mais c'est pas grave, après je les re-regarde et je me dis, oh, bon, bah, on va mieux faire. J'arrive pas à faire autrement que des métaphores nulles, c'est terrible. Et toi, parce que t'avais dit dans le premier épisode que, tu sais, tu m'avais posé la question, c'est quoi ton plus grand questionnement? Et moi, je t'ai dit, est-ce que je vais être heureuse, tatata. Et toi, tu m'avais dit, mon plus grand questionnement, c'est qu'est-ce que tu veux? En me parlant à toi. C'est toujours le cas? Le podcast inverse? Ouais, mais maintenant, c'est plus dans le truc inverse un peu. Parce que j'ai tellement de possibilités maintenant de faire des choses que je pense que je pourrais aimer, que je me dis, ok, juste prends le temps de savoir ce que tu veux. Par contre, je me pose beaucoup la question de si je suis à ce point obsédée par le taf, c'est que vraiment il y a un truc que j'ai pas réglé, mais dont j'ai même pas conscience. Je sais qu'il y en a que j'ai pas réglé, mais je pense qu'il y a un truc vraiment juste là sous la. Tu vois quand tu craques un truc brûlé là, une crème brûlée, et que c'est vraiment très très fin. Ouais. Et ben je sens que là, très très fin en dessous, il y a un truc, il y a de la crème brûlée, tu vois. Non. Bah ouais, mais tu le savais. Mais oui, mais pas. Je pensais que j'étais consciente de tout ce qui merdait, et en fait pas du tout. Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc d'obsession du taf, de clairement, c'est pas normal. C'est pas normal que je passe pas 10 minutes sans regarder mon téléphone pour voir si j'ai pas un email ou un truc à gérer. Tu vois? Ou alors, faut juste prendre des crèmes aux œufs. Auquel cas, t'as pas le petit truc de brûlé. Je dis. Après, je suis pas psy, hein. Non, mais. En vrai, c'est marrant cette question du boulot. Je sais pas. Il y a tellement de gens qui ont fait des reconversions dans notre génération. Il y a tellement de gens qui ont fait des burn-out et on s'est tellement rendu compte là depuis 5 ans que en fait le travail on peut pas être mis en haut de notre système de valeurs parce que c'est pas sain. Que maintenant, quand tu bosses énormément, est-ce que ça cache forcément un truc qui fait que t'arrives pas à te regarder ou à te gérer c'est pas forcément synonyme de noyade, en fait, quelqu'un qui bosse beaucoup. Moi, si. Ouais. Mais c'est ouf parce que normalement, les gens qui se noient dans le taf c'est un truc dont, moi, tu vois, je m'en suis rendu compte. Après, toi, tu te vois faire? Ouais, moi, je me vois faire. Mais c'est ma meuf qui me fait réaliser ça. Moi, j'aime bien, hein. Okay. Franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pour les autres et c'est elle qui genre, elle m'a un peu confrontée là-dessus. On était en vacances. Et moi, je bossais tout le temps. Et donc, elle m'a dit, ouais, mais là, il y a un truc qui va pas, sinon tu ferais pas ça. Et puis, j'ai dit, non, mais tout va bien. Et elle m'a dit, t'es sûre? Et là, je me suis effondrée en larmes. En général, c'est un signe. Je suis pas psy non plus. Mais il y a un truc, tu vois. Et non, je pense qu'il y a un truc d'essayer qui est tout le temps du bruit, tu vois. Qui est tout le temps un truc à faire. Et il y a rien qui m'angoisse plus que de me poser et de me dire, ok, là, en bossant beaucoup pour l'instant, j'ai très envie de me poser. À la seconde où je me pose, je vais me dire, tu sais quoi? Je vais lancer un comedy club. Tu vois, je vais partir dans des délires, réinventer l'univers. Tu comploteras pour moi? Non, mais...
Non, mais du coup, est-ce que tu sais te détendre? Parce que ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps. C'est que je sais pas me détendre. C'est-à-dire que quand j'ai un moment off... Je t'ai déjà entendu péter. Non, mais en vrai, je sais pas me détendre. C'est-à-dire que quand j'ai un moment off ou que j'ai 1 heure devant moi où il y a pas de taf ou machin, je sieste. Oh, mais pour Et moi, je ça... sais que tu fais ça parce que Mais ça, t'aimes c'est- dormir plus que moi, ce qui est dingue. J'aime pas dormir, j'aime fuir. La sieste, c'est juste une autre façon de fuir les choses. Si tu dors, tu penses pas. I'm a genius. J'aime pas me reposer. J'aime ne pas être là. T'aimes pas te réveiller. C'est ça ton plus grand problème. Tu es sérieux? Non, Ouais. mais t'aimes dormir parce que c'est juste un truc de fuite. Ouais, je pense. Ça devait être bien tes vacances. Les siestes. Pour moi, oui. Ok. Faut juste pas m'accompagner. Mais donc, ouais, du coup, est-ce que t'avais ton objectif un peu dans le deuxième, c'était d'avoir genre moins de combats quotidiens. T'as repris la clope. New year, new me. Ma résolution, ça a été d'arrêter d'essayer d'arrêter. Et ça peut paraître très malhonnête, mais je me dis, en fait, l'énergie que j'ai mis à essayer d'arrêter 3 pauvres clopes par jour, vraiment, c'est jamais plus que ça. Quand il n'y a pas de soirée, après, voilà, à partir du moment où il y a un verre de vin, tu connais, Donc non, tu c'est rallumes Paris. une avec Donc l'autre. bon, il y a beaucoup de soirées. Voilà, mais l'énergie que je mettais à essayer de m'empêcher de fumer 2 clopes par jour, voire 1, voire pas du tout, parce que parfois, comme c'est pas interdit, juste j'y pense pas et j'ai pas envie. En fait, c'était beaucoup plus épuisant que de me dire, bah vas-y, j'essaierai dans 2 ans. Mon psy m'a dit, vous faites du scooter dans Paris, fumer 2 clopes par jour, vous allez pas partir de ça. Hein. J'ai pas de visière, je suis derrière des camtars à longueur de temps. Et donc, je suis là, oui, je mets de la vapote, c'est du 0 à l'amande glacée, mon cul, quoi. Non, mais Tu t'es pas dit que l'univers complotait pour ton bonheur quand on t'a volé ton scooter? je crois que j'ai plus ou moins repris la clope là, en plus. C'était vraiment un truc de, allez, c'est bon, ça me saoule. Mais non, mais tu vois, ça, l'exemple de la clope, il est parlant parce que c'est un truc que les gens essayent d'arrêter. C'est toujours un peu la résolution du nouvel an et c'est peut-être une des addictions les plus dures, mais ça a été pareil avec le sport, ça a été pareil avec tout. Tu vois, quand tu te fous la pression sur un truc, c'était, je sais pas, je suis en train d'apprendre la nuance en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire de faire un peu tout le temps. Pas faire énormément ou rien. C'est-à-dire que tu peux faire du sport 2 fois par semaine et si tu loupes une semaine, c'est pas grave. T'es pas obligé d'avoir une tendinite du moyen fessier parce que tu cours 1h15 par jour, parce que tu t'es dit maintenant je cours, c'est mon truc, maintenant je suis la meuf qui court. En plus d'être la meuf qui a arrêté de fumer. Et j'étais là, mais meuf, et tu sais, j'étais vraiment dans mon lit. Il y a des soirs, je me couchais vénère. Tu sais, des soirs d'hiver où j'étais une bonne journée, là. J'ai bien réussi, j'ai bien couru, j'ai bien pas fumé, j'ai vraiment bouffé un truc nul. C'était bien, quoi. Putain, et là, je suis pas allée à la soirée avec mes potes, comme ça, j'ai pas bu parce que j'avais dit que je buvais pas avant le jeudi. Voilà. Puis là, après, vendredi, tu fais tout péter. Allez, vendredi, 17h30, tu lâches tous les chiens de la planète. Et vraiment, je fumais, je m'allumais des clopes sur des pots d'échappement. Ouais, mais j'en ai fumé que 2. Et en fait, tu vois, un truc de nuance ça peut être un peu tout le temps. Et puis parfois, quand t'es dans tes phases de ta vie où c'est compliqué, tu vas faire un peu plus d'excès. Et parfois, tu vas être un peu plus sain. Et parfois, tu peux pas être sur tous les combats parce qu'en fait, ça me rendait triste. Et ce truc de chronique quotidienne et ce truc de beaucoup de taf, il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu ce phénomène-là de me mettre énormément de pression et d'avoir cette rigueur un petit peu militaire parce que c'était pour pouvoir produire les chroniques, aller à l'émission, partir en tournée, faire mon taf. Et après, à côté de ça, dans ma vie personnelle, du coup, ce processus a débordé sur ma vie personnelle qui fait que j'ai complètement perdu le sens de la spontanéité. En fait, quand t'es dans un flux tendu de taf à ce point-là, fallait tellement... la machine, elle était bien huilée, tu vois, et je savais que sur les 5 chroniques que je devais écrire En fait, c'est ce que je t'ai dit un jour,
Genre, tu m'as dit, mais t'as combien de chroniques d'avant? Je fais, mais à partir du moment où on est en janvier, j'ai déjà 8 semaines de retard parce que l'émission, elle est tous les jours, tu vois, et j'étais un petit peu noyée. Et du coup, ma manière à moi d'essayer de bien faire mon taf et de kiffer quand même, ça a été tout organisé, mais parcellaire, quoi. Mais t'organises, du coup, après les dîners avec les potes. T'organises les fois où tu vois ta famille. Il y a plus de trucs on passe à l'improvise, dimanche, peut-être on va faire ça. Quand t'as un dimanche off en 3 mois, tu te dis, allez, je t'interdis de passer chez moi. Je vais un peu dormir, mais faut faire une grasse mat, mais il faut quand même aller déjeuner avec des potes parce que ça fait 4 mois que je l'ai pas fait. J'aimerais bien aller au ciné, je fais du yoga et je me faisais des week-ends mais horribles tellement je faisais de trucs. Et si je prévoyais rien, j'étais comme ça chez moi en me disant putain, je suis en train de passer à côté de ma détente. Et du coup, je dormais. Et du coup, là, j'ai réappris après à remettre un peu de spontanéité. Ma sœur m'a beaucoup aidée à ça. Je pensais pas que ça viendrait de là. Mais elle m'a aidé un peu à lâcher, quoi. Parce qu'il y a un moment, j'allais exploser. Je me suis dit, mais je pense que j'étais insupportable pour mes potes parce que j'avais un samedi soir libre où j'étais pas en tournée en 3 mois. Et sauf que il était en février et c'était le samedi soir où ils ont tous décidé ouais, non, on va regarder The Voice, on va faire tranquille. J'étais quoi? Non, mais j'étais scandalisée. J'avais un truc, pour moi, c'était mon mariage ce samedi-là. Et vraiment, on a bu 2 verres dans mon quartier, c'était nul. Et j'étais vénère. Et à la fois, j'étais fatiguée. Donc, j'arrivais plus à profiter de rien. Voilà, donc ma sœur, et puis le fait de calmer le rythme, ça m'a un peu détendue et ça fait du bien parce que j'ai l'impression de me rencontrer. Et je me trouve... Pas mal, hein? Ouais. Non, je sais pas, mais en tout cas, je me trouve beaucoup plus cool. Je pense que pour les gens extérieurs, c'est plus cool de me rencontrer maintenant qu'il y a un an. Je pense pas que je donnais l'image de quelqu'un qui avait beaucoup de temps à consacrer aux autres. Est-ce que ça t'a dérangé pendant que tu faisais tes chroniques, Morgane Cadignan ne vous aime pas, nanana, de t'enfermer un peu dans ce personnage de casse-couille aigri qui se plaint toujours d'un truc? Je paraphrase, hein. Est-ce un personnage? Non. Non, parce que honnêtement, j'ai l'impression que quand même sur toute la 2e année, je me suis affranchie de l'exercice. C'était, je le faisais honnêtement sur les 6 derniers mois, je le faisais quasi plus, quoi. Je disais je vous aime pas parce que c'est comme ça que je démarrais, mais après ça partait. Je te faisais des spéciales Pâques. Enfin sur des, tu sais, il y avait Halloween, Pâques, Noël. Je parlais plus de ça que de Cadmerade. Tu vois, le gars, il venait pour un film, j'étais là, mais je vous ai raconté, moi, mon rapport aux tasses. Et je faisais des trucs à thème hyper précis, parce que dans le résumé, dans le pitch du film, il y avait un mot, je me suis dit, je vais partir là-dessus, et ça va être mon angle, et je vais le dérouler pendant 3 minutes. Et parfois, il y a des gars, tu sais, qui étaient là, parce que Nagui annonce, ouais, ils vous aiment pas, donc tu vois, les mecs, ils me connaissent pas, les invités, ils sont un peu, on va parler de moi, et je les voyais un peu se décomposer au fur et à mesure de la chronique parle pas de moi, là. On va pas parler du film du tout, et j'étais là, je racontais ma petite vie. Morgane, mon cul, allez, bonne émission. Et après, je m'éteignais. Comme ça. C'est vrai. Voilà. Avec le recul, tu regrettes d'avoir un peu mis ta vie entre parenthèses comme ça pendant 2 ans? Non, parce que... Non. Franchement, non, parce que ça aurait pas été possible autrement. Et là, on parle de gens qui doutent. En plus, c'est dimanche, donc je parle quand même de l'aspect des trucs négatifs qui sont pas des trucs négatifs, qui sont des trucs que moi j'ai rendus comme ça. Il y a plein de gens qui auraient eu peut-être la méthode pour hyper bien le vivre et se dire c'est génial, je peux partir pour 10 ans. Moi, mes angoisses, mes névroses, ma manière de faire a fait que j'ai fait. Ça a été ma manière de faire. De toute façon, je regrette absolument pas comment je l'ai géré parce que j'aurais pas du tout pu le faire autrement. Là, honnêtement, et j'aurais pas pu le faire autrement parce que je savais pas que ça durerait aussi longtemps. Si tu m'avais dit au moment où j'ai commencé, tu vas faire 400 papiers et ça va être tous les jours pendant 2 ans, je t'aurais crève. Jamais. Mais en fait, tu vois, au début, tu dis allez, je teste 3 mois et puis allez, après t'as un peu l'orgueil de faire 6 mois sans co-auteur et puis 1 an et puis bon, la 2e et puis voilà quoi. Et la 2e, elle était facile parce que je savais qu'il y aurait pas de 3e, c'était non négociable. Donc j'ai vraiment kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé de la première chronique à la dernière. Ça a été un kiff tous les matins d'y aller.
Non, tu me regardes. Non, mais oui, mais il y a des matins, j'étais fatiguée et tout. Mais parfois, j'étais vénère d'y aller, comme n'importe qui est vénère d'aller au taf, parce qu'on est lundi, on est en novembre et qu'il pleut. Mais... Et quand t'as volé ton scooter. Et qu'on me va, là, et mon bébé, là, il doit se demander où je suis, putain. Mais ça fait 9 mois. Mais je me retrouvais à l'émission, et à chaque fois, ça m'a jamais quitté, ce truc de putain, je suis sur France Inter, quoi. Je fais ça, c'est mon taf. Et j'ai jamais été blasée de ça. Je l'aurais été, peut-être, si j'avais continué en quotidienne 3 ans. Mais jusqu'à la dernière, j'étais trop contente. J'étais hyper émue. Je fais la meuf, mais j'ai été hyper émue quand j'ai terminé. Le début de l'été, il a été un peu dur. J'ai écouté la première émission de la rentrée en septembre, où Nagui présente toute la bande et je suis pas là. Et j'étais sur un bateau en Corse, donc ça va. Tu vois, je me consolais. Et je préparais le Vendée Globe. Et... pas la bonne mer. T'as même pas le bon océan. Et ça m'a fait un petit pincement, tu vois. J'entendais le rire de Leïla, j'étais là. C'est bizarre, je sais plus où j'habite. J'avais l'impression il y avait un truc de communauté, quoi. Et j'avais l'impression que j'appartenais plus à rien du tout. Donc c'était cool d'arrêter parce que je savais que ça allait remettre tellement d'espace dans ma vie et dans mes semaines pour plein d'autres trucs cool. Mais c'est bizarre, c'est vraiment. C'est rare de se rendre compte je trouve, dans quels que soient les trucs que tu vis dans ta vie, c'est rare de se rendre compte quand c'est la fin d'une époque. Tu vois, après, t'en reparles, tu dis, ah ouais, bah, là, cet été-là, on s'est pas rendu compte, mais, tu vois, après, les gens, ils divorcent, et là-bas, ça, c'est le dernier été où Bertrand et Sandrine, ils étaient ensemble, ah ouais, c'était la fin d'une époque, et on s'en rend, et tu t'en rends pas compte. Et là, je savais, et c'est bizarre de sentir que t'es sur une bascule pendant que t'es en train de la vivre. Il y a une phrase de The Office, je pense que c'est Andy qui l'a dit, c'est j'aimerais bien qu'on puisse comprendre les good old days quand on est dans les good old days. Ouais. Et je n'ai aucune idée de comment il faut traduire ça, mais vous avez compris. Ouais, mais en vrai, la nostalgie, elle n'existe pas si tu la vis pendant que c'est en train de se passer. Tu vois, il y aurait pas de... Et je crois que je l'ai dit. Je sais pas si c'est dans le premier Jean qui doute ou si c'est dans un autre podcast, parce que vraiment, la meuf raconte sa vie dans tous les micros de France. Elle s'autocite. Mais non, et c'était une citation, je sais plus, c'était un tweet, un truc, un mème sur Instagram que j'avais vu, que j'avais trouvé joli et tragique, qui disait que un jour, en plus, moi, ça m'a parlé parce que j'ai grandi à la campagne, un jour, t'es sorti faire du vélo et jouer dehors avec tes potes, et c'était la dernière fois. Et tu savais pas. Mais on l'a tous eu, ce avoir truc. Des potes, hein. oui, pardon. Non, mais tu vois, on l'a tous eu, ce truc. Il y a les ruptures, tu sais pas quand c'est les dernières vacances avec ton mec, parce que après ça va chier 3 mois après et tu te rends pas compte. Donc là, j'avais quand même cette sensation que il y a un truc qui est en train de se finir pendant que je suis encore dessus. Donc c'était un peu bizarre. Donc j'ai réussi à prévoir la mélancolie que ça allait apporter et à y mettre plein d'autres trucs. Voilà. Et comment tu te sens vis-à-vis du stand-up pour l'instant ? Est-ce que t'es contente de reprendre la tournée ? Ouais. Non, mais... Non, parce que... Non, c'est marrant parce que si tu m'avais posé cette question il y a 1 mois, je t'aurais dit non. Mais t'as changé, non ? Je pense que t'as grandi. Ah là, depuis septembre, not the same girl. Non. Ouais, parce que moi, je sais que, mais on en a déjà parlé, toi et moi, pour avoir envie de jouer, il faut que je joue. Donc là, maintenant, j'ai repris le mercredi à l'Européen depuis 3 semaines, 1 mois. Ça y est, je suis trop contente, c'est trop cool. Le mercredi, c'est mon anniversaire. Tous les mercredis, c'est la fête, je me réveille, je suis contente. Je suis limite déçue de pas jouer 2 fois de suite parce que je suis là, ah putain, encore 1 semaine avant d'aller rekiffer. Mais tout l'été et tout le mois de septembre, avant de reprendre, j'avais pas envie d'y aller. Mais et je savais que j'allais y aller parce que c'est signé et tout, tu vois. Et puis après, t'as un plan de tournée et tout, mais faut que je fasse pour avoir envie de faire. Moi, quand je suis à l'arrêt, c'est un truc, j'ai une propension à supporter de pas faire grand chose professionnellement. Je suis toujours pas carriériste en fait. C'est plus ça. Je l'ai dit il y a 3 ans. Jamais, je crois pas. Et puis j'avais quand même cette volonté d'être sous le radar. Tu sais, ton spectacle, tu le fais beaucoup. Puis après, t'arrêtes. Et moi, il y a un truc où là, ça fait longtemps que je le joue et
Et cet été, j'ai vraiment pas été beaucoup sur les réseaux. J'allais plus à la radio, donc j'avais arrêté aussi ce petit truc de s'auto-regarder où tous les jours j'allais me re-regarder sur YouTube pour voir si la chronique elle était bien, noter des trucs et tout. Donc déjà j'ai arrêté de me mater physiquement, j'ai coupé les réseaux et j'ai arrêté de jouer mon spectacle. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de moins de fois dans la semaine où tu parles quand t'enlèves 5 chroniques et 3 fois de spectacle ou 3 dates de tournée. Et en fait, il y avait juin qui passe, juillet, août, et en septembre j'ai un vertige. Tu vois, et je me rappelle je relis mon texte de spectacle et je me rappelle que je parle de mes parents, que je parle de deuil, que je parle de mon père et vraiment, j'ai envie de me tuer parce que je me dis mais quelle impudeur. Et ça m'a foutu un vertige de non, je peux pas aller sur cette scène devant 300 personnes et raconter ça, mais en plus, on s'en fout, quoi. Enfin, en fait, il y a un truc qui m'apparaissait hyper impudique dans la démarche qui me gênait énormément. Et je pense que c'était très mélangé à l'angoisse. Et j'y suis allée. Et c'était chambé. Mais moi, plus les temps de pause vont être longs, plus le redémarrage, il va être en côte à chaque fois. Je le sais, je suis comme ça sur absolument tous les aspects de la vie. Donc il y avait pas de raison qu'un truc aussi violent que de monter sur scène tout seul avec des blagues devant des gens que tu connais pas échappe à la règle. Et t'as réécrit les trucs ? Ouais. J'ai écrit le passage que je t'ai raconté sur ce qui m'est arrivé cet été. Et quand je dis ce qui m'est arrivé cet été, on dirait que je me suis découvert une maladie. Non, je me suis garée sur une place handicapée. J'aimerais que tu racontes cette histoire, s'il te plaît. En long, en large, en travers, D'accord. parce qu'elle est incroyable. Il y a celle de la fraude à la banque aussi. Putain, j'ai 2 histoires. C'est pas elle qui a fraudé. La première, elle est dans mon spectacle, donc je vais pas trop la développer parce que elle est dans le spectacle et qu'en vrai, je pense que je vais la jouer à Montreux. J'étais en Guadeloupe avec ma sœur et on a la voiture de ma grand-mère. Je vais vraiment passer. Non, parce que dans le spectacle, je le justifie en disant que je suis quelqu'un d'horrible et tout. Là, ça va être brut. Je vais vraiment vous dire brut pourquoi je suis une merde. Mais on va faire des courses dans un primeur pour faire un chier de légumes, là, un tian, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc de l'été où tu fous de l'huile, quoi. Et on va dans un truc qui ne fait que primeur, que des fruits et des légumes. Et comme c'est la Guadeloupe, t'as toujours un petit bidon d'essence, un truc d'encens, du tabasco. Et il y a pas de place et il y a 4 places handicapées géantes et c'est pas ouf. C'est les places qui sont géantes. C'est pas bien. Et je sais que c'est pas bien, mais je me dis j'en ai pour 4 secondes. Et vraiment, il y a pas tous les handicapés moteurs de l'île qui vont avoir envie de faire une ratatouille là, quoi. Et qui vont venir faire les courses tous ensemble. Et si... Et il y a vraiment 4 vannes avec le pictogramme handicapé, donc c'est ce que je raconte dans le sketch, quoi, rempli de gens qui correspondent au pictogramme. Enfin, vraiment. Puis à ras-bord en équipe, les frérots, quoi. Enfin, ils étaient 100. Et là, je sais pas pour. Oh là là. En fait, le conducteur m'a vu, parce que ils ont débarqué au moment où j'ai serré le frein à main. Et vraiment, son regard, il était sponsorisé par la haine de l'être humain. Et il va se garer plus loin. Et c'est c'est petit, la Guadeloupe. Et moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Le Moule, qui est petit. Ouais, je sais. Et non, mais pour vous dire à quel point c'est petit, une fois en Guadeloupe, à chaque fois, c'est excusez-moi, oui, bonjour, vous êtes Morgane Cadignan et tout. Et tu sais, moi, j'ai quand même mon petit truc de oh, France Inter arrive dans les docts. Et tu sais, j'ai quand même vraiment ce truc de ouais, mais pardon, je suis en vacances avec ma sœur, on est à la plage, donc vraiment. Non, mais t'es la fille de Fulbert, t'es la petite fille d'Emma. Et en fait, non, t'es Morgane Cadignan parce qu'ils connaissent Emma Cadignan, qui est ma grand-mère. Et je m'étais complètement enflammée. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est petit, donc à quel point les gens vont me reconnaître dans la ville. Donc je me dis, je peux pas aller me garer ailleurs. Et il y a la carte handicapée de mon grand-père qui est mort il y a 6 ans. J'en suis même pas la moitié de l'horreur, les gars. Qui est mort il y a 6 ans. Je la claque. Et vraiment,
sans aucun remords sur le pare-brise. Là, tiens, non mais voilà, quitte à aller en enfer, on y va En voiture. on y va en SUV parce que j'ai quand même ma petite Jeepos. Et je suis allée faire les courses en boitant un peu. Voilà. Je vous raconte pas tout ce qui s'est passé dans le magasin, mais les courses ont pris un temps infini. Je faisais un boitement ridicule. Pour tout en finir, le vigile m'a très gentiment aidé à charger mes cagettes dans le coffre. Parce que, évidemment, j'étais handicapée, quoi. Voilà, et bon, et puis voilà. Et puis après, vraiment, j'ai vu son regard quand il a fermé le coffre, parce que le coffre, il avait du mal à l'ouvrir, parce qu'il était tout simplement bloqué par les planches de surf qui étaient sur le... donc là, il y a eu un moment entre ce mec et moi qui était genre... on n'en parle pas. J'étais là, bon, voilà, allez, salut. Et je me suis évidemment cassé fort à 400 à l'heure en ville, quoi. Mais pourquoi tu m'as fait raconter ça ? Ça n'a pas de lien avec ce qu'on disait avant. C'était noté. C'était noté. J'avais très Et voilà, envie. et il m'arrive, et depuis, et c'est fou, parce que je sais pas si le karma existe, les amis, mais depuis... C'était en juillet, je me suis enfermée de chez moi sans les clés 1000 fois, je me suis fait arnaquer ma carte bancaire. Voilà, ça va faire une chronique aussi, parce que je suis un peu devenue pote avec le fraudeur, voilà, qui m'a appelé en se faisant passer pour un gars du Crédit Mutuel, qui m'a menacé dans un premier temps d'envoyer une équipe chez moi si je portais plainte, pour finalement me demander un autographe de Norman. Voilà, c'est à quel point je suis respectée. Le mec, il essaye de me voler 1000 balles et mon ego. Norman. Non, mais tu vois, il aurait dit toi ou Guise ou... Pourquoi Norman ? Qu'est-ce qui te fait croire qu'au moment où tu m'arnaques, je suis avec Norman fait des vidéos, quoi. Voilà, donc vous garez pas sur des places handicapées parce qu'après... Après, c'est chiant, quoi. Et pour les handicapés, bien sûr. En premier lieu, évidemment. Après, il y a 4 grandes... Bref, je vais pas justifier mon acte. Mais sinon, je suis triste. Tu veux qu'on repasse sur un truc un peu tristoun, comme ça, on t'aime de Vas-y. nouveau ? Oui. C'est quoi le point commun entre les trucs que t'écris maintenant pour le stand-up ? Tu vois ? Attends. Est-ce qu'il y a des... Attends. Est-ce qu'il y a une sorte de lien, une sorte de vibe dans ce que t'écris actuellement ? Un truc, tu vois, une sorte de fil rouge ou de... Ah. Tu vois ? Dans les nouveaux trucs que j'écris ? Ouais. En fait, j'ai posé la question autrement. C'est quoi la différence entre ce que t'écris maintenant et ce que t'écrivais avant ? Je crois qu'il y a vachement plus de doutes dans ce que j'écris maintenant. Mais d'ailleurs, le spectacle qui est le même et qui a énormément évolué depuis que je le joue, tu vois, c'est marrant parce que le discours du spectacle, le fil rouge a lui-même un peu changé. Où au début, c'était un peu un truc de comment on fait pour être heureux, comment on fait pour s'épanouir. Bah moi, j'ai testé ça, et c'est super. Et après, il y a eu comment on fait ? Bah j'ai testé ça. Bon, ça marche, ça marche pas. Et là, c'est un peu comment on fait ? Non, mais il y a un truc maintenant, je crois que j'écris des trucs qui sont peut-être un peu moins punchés, un peu moins drôles, mais qui sont plus honnêtes, et c'est peut-être plus le discours de quelqu'un qui prend des énormes pincettes parce que j'en sais rien. Parce que le Covid, parce que l'essence, parce que tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a basculé depuis 2020 qui me fait me dire tous les jours que je ne sais plus rien. Pour moi-même ou pour les autres, je peux plus rien prévoir là. Donc tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression que je tâtonne dans les sujets, dans l'écriture et dans ce que je suis beaucoup plus, et donc c'est quelque part c'est peut-être un peu plus humble parce que j'arrive pas en disant moi mon avis c'est ça et je m'en non, tu vois, là j'ai écrit un truc sur l'écologie en disant que je sais pas si je veux des enfants et je sais pas si je veux des enfants voilà, donc je dis que je sais pas si je veux des enfants parce que je sais pas vraiment si je serai une mère très bien. Enfin, si je serais une bonne mère, tout simplement. Et que maintenant, en 2022, quand tu dis que tu sais pas si tu veux des enfants, le premier truc, c'est qu'on dit ouais, mais t'as raison, vu la planète qu'on va leur laisser, t'es là, non, vraiment, je pense que je serais à chier. Ouais, mais de toute façon, on est trop, t'es là, putain C'est moi le problème. Non, mais laissez-moi être nulle. Et je trouve ça un peu marrant, ce monde où il y a des trucs qui tournent, où à la base, t'étais juste un petit peu narcissique et un peu névrosé, puis ça devient un peu du militantisme, sans faire exprès. Tu vois, et du coup, ça
ça donne plein d'excuses et je trouve ça intéressant d'écrire, d'aller dans la brèche de ça et d'écrire les moments où je m'avoue que, tu vois, c'est un truc aussi que je suis en train d'écrire, mais sur le jet ski, où j'ai pas fait de jet ski cet été et vraiment tous mes potes étaient meuf, fralala, vraiment, mais parce que t'as un truc avec l'océan, enfin voilà, t'as voulu acheter un requin, enfin. Donc, et puis autant les handicapés, non, mais autant les requins, t'es engagé, quoi. Et en vrai, et j'essaye d'être honnête 2 secondes avec moi-même, un peu avec les autres, et j'étais là au fond du fond du fond. C'est pas pour le corail, c'est vraiment, je trouve que ça me fait des grosses cuisses d'être en maillot sur la selle. Tu vois, et c'est, non, mais tu vois, et je trouve ça marrant de faire le tri entre qu'est-ce que c'est les raisons nobles qui sont un peu acceptables en société et qu'est-ce que c'est tes vraies raisons. Et au final, tu fais pas de jet, c'est quand même quelqu'un qui fait pas de jet ski, donc tout le monde est content. Mais je m'interroge un peu sur, je remets un peu en question tout ce que je croyais un peu noble chez moi, où je me dis en fait. Mais voilà, c'est dur en vrai de faire ça parce que après tu te rends compte que t'es pas ouf. Tiens. Ah, je viens de raconter le truc de l'épicerie, quoi. À partir de là, je peux dire ce que. Non, mais là, je peux chanter une chanson avec une harpe, ça marchera pas. Hein. Bien sûr. Non, mais t'es pas ouf, mais peut-être pardonnons-nous d'être pas ouf parce que le monde, il est. Enfin, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'on se bat, quoi. Je trouve que déjà, tu vois, il y a plein d'initiatives, il y a plein de trucs. Je vois comment les gens se parlent, comment on parle beaucoup de santé mentale en ce moment et tout, je trouve que il y a quand même des trucs qui vont dans le bon sens. Et par rapport à ce qu'on vit, je trouve que des trucs qui vont dans le bon sens, c'est bien déjà. Tu vois, c'est marrant, c'est un truc que j'ai dit à une pote il y a pas longtemps. On parlait de santé mentale et on se faisait la réflexion qu'il y avait beaucoup de gens sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques. Mmh. Et elle, c'est un peu, tu vois, une meuf qui est un peu fight et tout, et parfois un peu fight pour rien, je t'embrasse. Et elle me dit, putain, c'est ouf, les gens sont faibles, quoi. Enfin, le nombre de gens, et j'étais la meuf, pour moi, dans le monde dans lequel on vit, quelqu'un qui est sous anxiolytique, c'est juste quelqu'un qui regarde le monde avec les bonnes lunettes. Hein. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui est là, bah ça va, écoute, non, bah, c'est cool. En vivant dans des villes aussi exigeantes que Paris, en ayant l'âge qu'on a dans l'actualité dans laquelle on vit, après, chacun son histoire personnelle, machin, tu vois. Je retire les maladies, les deuils qui sont ça, des toppings en plus, tu vois, le bar à salade de la vie, t'as la base de merde, et puis après, tu vois là. Après, tu prends des suppléments et des cookies. Mais tu vois, pour moi, quelqu'un qui est pas forcément qui est sous anxiolytique, mais qui est angoissé et qui est anxieux, c'est normal, hein, maintenant. Tu regardes le monde avec les lunettes justes. Parce que, pour moi, quelqu'un là qui va hyper bien, je suis là, mais t'étais là t'es là depuis le début, non? Tu viens d'arriver. Ok, mais t'es au top. Bah, c'est chambé, t'arrives à gérer ton couple. Et parce que la parole, elle se libère tellement et on brise tellement de tabous qu'on sait que le couple, c'est dur, on sait qu'avoir des enfants, c'est merveilleux et c'est magnifique, mais ça y est, le discours, il a changé sur la maternité. Moi, je vois dans mes amis qui ont des enfants, c'est plus le même discours qu'il y a 10 ans. Elles te le disent, je suis heureuse. Mais... bah vraiment. Ouais, plus de posts sur le postpartum que sur les enfants. Ma meilleure pote, vraiment, je lui ai dit, mais ça va avec les enfants? Elle m'a dit, tiens, fun fact, est-ce que tu savais que la privation de sommeil, c'est une des tortures les plus raffinées? C'est une des pires moyens de torture de l'être humain. J'étais là, pourquoi? Elle fait, même parce que ça fait 4 ans que j'ai pas dormi. Et je trouve qu'il y a un truc hyper honnête dans ce qu'on vit, mais tout est dur. Même les plus grands bonheurs, tu vois, l'amour, le couple, le mariage, même ça c'est dur, même ça c'est du combat, même ça c'est des trucs à entretenir, même ça au fond c'est de la charge mentale et c'est des trucs sur lesquels on doit réfléchir, se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on était dans le faux depuis 2 ans, aller en parler à notre psy, se rendre compte que le psy il est plus adapté. Enfin tu vois, il y a une espèce de flux tendu et c'est pas grave parce que c'est hyper réjouissant de réussir à le faire et d'avancer main dans la main tous ensemble et de voir tes potes le faire et de s'aider et au fond ça donne une tonne de trucs rigolos à vivre et de l'amour et des relations peut-être les uns avec les autres qui sont beaucoup plus vraies que celles qu'on avait avant tout ça mais c'est compliqué et je trouve que monter sur scène et écrire du stand-up en enlevant complètement cette dimension-là, j'aurais pas l'impression de le faire honnêtement et à la fois faut quand même que ça soit divertissant et rigolo pour les gens. Et je crois que c'est pas grave de
d'arriver sur scène sans avoir de discours maintenant. Que ton propos, ça peut être que t'arrives pas à avoir un propos. Ton avis tranché, ça peut être que justement, t'as pas d'avis. Oui, sinon tu peux juste vouloir faire du divertissement, quoi. Ah, tu peux. Non, mais et en plus, il y en a qui le font très très bien. Moi, j'arriverai pas parce que je trouve ça déjà dur de monter sur scène. Donc, si j'y vais avec un truc qui, pour moi, sonne un peu creux, je vais pas réussir à le faire et ça va me rendre hyper triste. Et là, les gens qui n'ont pas vu le spectacle pensent que j'ai un truc hyper militantiste. Vraiment, il y a énormément de blagues de teub et non, mais vraiment, il y a le truc de la place handicapée, il y a un truc sur les hommes troncs. Donc c'est pas non plus un truc hyper sociétal où je décris au vitriol mes contemporains, pas du tout. Mais il faut quand même un petit propos. Donc dans les trucs que j'essaye d'écrire là nouveau, c'est je vais pas attendre d'avoir un avis pour écrire parce que je crois que j'en aurai jamais sur plein de trucs. Donc je vais peut-être écrire sur le fait que j'essaye. Bah ouais. Quand tu disais, il y a plein de trucs, en fait, c'est dur de ouf et le discours change un peu là-dessus et tout. C'est quoi pour toi le truc que t'avais vraiment idéalisé, puis là tu t'es rendu compte ces derniers temps que putain, ça demande une énergie de fils de chien. À part le lancer de poids. Le lancer de poids en premier, évidemment. Dans le stand-up ou... Non, dans la vie. Ou dans le stand-up. Hein. Sauver des amitiés. Enfin, garder des gens où... Mais on en parlait dans le deuxième de ça, où... qu'on pas envie... Enfin, aider, sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, qui n'ont pas eu les déclics, de passer énormément de temps et d'énergie à essayer de garder des gens dans ta vie et parfois juste c'est fini et c'est pas grave, mais ça je l'ai fait énormément mais c'est pas grave, ouais, mais oui, là on a eu 4 mois, c'était 2 ans un peu compliqué, mais moi j'ai toujours organisé des vacances avec les potes, tu vois, l'organisation, ça je suis en train de lâcher prise là-dessus. C'est ouf, mon appart est dégueulasse par contre parce que j'ai lâché prise. Je dors chez elle ce soir. Voilà. Peut-être le paquet de céréales, il va bouger. J'en dis. Mais faudra pas tous les coups, il y a un goûter. Faudra pas le tuer. Mais non, ouais, le truc qui me demandait une énergie de fou, c'est organiser les trucs pour que ça se passe bien. Et en vrai, parfois, ça se passait bien parce que c'était organisé. Parfois, ça se passait pas. Parfois, ça se passait mal. Donc maintenant, j'essaye de laisser venir les choses et de me dire que quoi qu'il arrive, ça va se passer. On prend tous un avion, on verra si c'est dans le même pays. non, mais en tout cas, non, mais je les laisse. Et j'arrive à me dire, tu sais quoi ? Moi, j'aime bien, j'avais vraiment ce truc d'événementialiser ma vie avant. Donc, je faisais le Noël des copains, on fait le petit Secret Santa, le Halloween des copains, le truc et machin. Et j'adorais faire ça chez moi. Je suis la relou des cagnottes litchi, je suis de tous les WhatsApp. Et en fait, je le fais plus. Et de fait, on fait moins de trucs peut-être parce qu'en plus, j'ai beaucoup de potes masculins et vraiment pas de grosses généralités sur les mecs et l'organisation. C'est pas faux, mais c'est pas vrai tout le temps. Et tu vois, là, je me dis, tu sais quoi ? Je vais pas l'organiser ce week-end, ils en ont parlé. Tu vois, on était tous au resto, ils se sont dit, tiens, ça serait sympa de se faire un truc. On a tous validé que ça serait sympa de se faire un truc. On a repéré la ville, on sait où on veut aller, on sait quand. Et là, moi, je mets une énergie de dingue à pas lancer le groupe. Et je vois les prix des billets d'avion qui... Et je suis là, non, meuf, non, tu peux pas être celle qui dit... Tu peux pas être la relou tout le temps, tu peux pas être celle qui dit, les gars... la daronne, en fait. Bah ouais, exactement. Mais oui, parce que je suis une daronne sans enfants, mais avec 1000 enfants, donc c'est pas juste en plus. Parce que après, en EHPAD, je serai toute seule quand même. Ils seront en week-end là-bas à Porto. Mais voilà, donc l'organisation me demandait beaucoup d'énergie. Se détendre là-dessus, parce que c'est jamais gratuit, demande de l'énergie, mais pour qu'au bout, si t'arrives vraiment à lâcher prise un peu, à la fin, on sera quand même sur un truc un peu plus nuancé, un peu plus équilibré. Mais et c'est dur. Et encore une fois, j'ai pas d'enfant, c'est-à-dire que je préfère régler ce truc maintenant, parce que après, si j'ai une équipe, je vais être un tyran, quoi. À moi, mais je vais être une soccer mum, quoi. Je vais avoir des trucs de corvée, là, des tableaux qui tournent et c'est toi, là, tu fais ça, c'était pas ton jour de vaisselle. Non. Hein.
Faut laisser les gens tranquilles. Voilà. Meuf, je te faisais des lunchs quand tu partais de chez moi. C'est à ça que t'as pensé? Elle me faisait... Bah oui, évidemment. Même pour moi, t'es une soccer mom. Bon, après, je lui faisais des lunchs. En général, c'était mon riz du japonais que j'avais pas mangé. Mais tout de même, avec un post-it dessus. Elle mettait un dessus. post-it avec un petit cœur. Elle y écrivait Maman Loup. Donc, je prends soin de toi, mais vraiment avec les restes, quoi. du riz gluant. C'était pas non plus une lunchbox avec des petits bouts de carottes coupées, des céréales. C'est vraiment, clac, tiens, un parpaing. Et je te le donnais à 8h du mat et t'étais là, mais non, jette-le, j'aime pas gâcher. En sachant que j'avais pas de frigo jusque 13h. Voilà, et puis tu le jetais en arrivant à Radio France et tout le monde était content. Avec Morgane, on est allé voir l'avant-première de Athéna, de Romain Gavras au cinéma machin. Je sais pas où tu vas, là. Moi, je sais. Et à la fin du film, on voit passer, je sais plus, un des comédiens, je crois, machin, et Morgane lui fait « Ah, bravo, c'était super » et tout. Et puis le mec dit « Ah, merci, machin », il se retourne vers elle pour démarrer la conversation. Et là, elle se retourne, elle avance, et il y a une sorte de demi-truc de « on se parle pas », et puis elle accélère et elle part. Ma question est la suivante. À quel moment es-tu devenue moins à l'aise que moi en société? C'est un truc de ouf ou pas? Mais avant, c'était elle qui me poussait vraiment mal. Je te prends la main, dis bonjour aux gens, fais un bisou. Maintenant, c'est une cassos. Je sais pas. Mais ouais, non, j'allais dire toi, ça te l'a pas fait, mais toi, moi, c'est l'inverse. Moi, maintenant, le clown. Mais t'arrives à mettre le doigt sur les raisons qui font que t'étais pas à l'aise avant? Parce que j'avais zéro validation de quoi que ce soit avant. Maintenant, je me sens tellement OK dans mon taf que je peux me permettre de m'en foutre. Et c'est juste, je fais ma vie, et voilà, il y a des gens, ça va être super, il y a des gens, ça va être casse-couille, bah, je m'en fous, en fait. Non, mais attends, parce qu'il faut quand même situer pour les gens, tu parles d'une soirée parce qu'elle aime en fumer, encore une fois. Faut replacer l'avant-première d'Athéna, donc le film de Gavras qui sort sur Netflix. Elle me dit avant-première, elle me dit, ah, on a des tickets pour le cocktail après, il y aura peut-être Alain Chabat. Et moi, je suis là, d'accord, je viens. Les gars, c'était ridicule de célébrité. C'était tout, qui tu peux imaginer. Vraiment, il y a un moment, je me suis dit, bah, s'il y a Obama, les bras m'en tombent pas. C'était... Non, mais c'est qu'un moment, il y a Guillermo qui me présente Vincent Cassel. Et Vincent Cassel qui, évidemment, se souvient pas de la chronique que j'ai faite il y a 2 ans et demi. Il dit, ah, et Guillermo, quand il te présente des gens, il te jette sous le bus. Ouais, parce qu'il aime pas parler de lui. Il fait, ah, tu connais, Vincent, tu connais Morgane Cadignan, super humoriste, elle est géniale, elle joue à l'Européen. Je suis là, mais vas-y, mec, je vais pas lui donner un flyer. Et je baragouine 2 mots avec Vincent Cassel. Et là, derrière, il y a je sais plus qui, Guillaume Canet, qui arrive, qui fait excuse-moi, je te l'emprunte. Je t'avais, bah allons-y, bien sûr. Et là, derrière, il y a Camille Cotin qui arrive. Et après, elle me dit, il y a Eddie de Préto. Et j'étais là, mais est-ce qu'on peut partir? J'avais juste envie de me cacher parce que c'est une avant-première de cinéma qui est quand même un lieu dans lequel tu ressens jamais autant. Tu n'es pas du cinéma. Ah ouais. Qu'en tant qu'artiste de stand-up, tu es le caca de l'art. T'es là. Non, on fait des films. Et toi, t'es là. Et je vous ai parlé la place handicapée. En plus, je sais pas, j'étais habillée. Tu sais, t'as l'impression d'avoir un espèce de truc ballot. Et en plus, il y avait en plus Vincent Cassel et sa femme, évidemment. Où toi, t'es à côté, genre, mais ne fais pas de story. Vraiment, pose-moi ce téléphone. J'ai pas vraiment du tout envie de souffler. Et je me sentais mal sapée. J'étais là. Puis du coup, je mangeais des petits fours. Et puis après, quand on essayait de me parler, genre. Et du coup, sur le chemin pour partir, on croise l'acteur, là, Dali Ben Salah, que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper bon dans le film. Et ouais, j'ai été gênée, mais de plus en plus. Hein. Et lui aussi, je crois. Oui, bah. Non, mais le stand-up a soigné un truc de besoin d'être dans la lumière et besoin de validation et besoin de reconnaissance et besoin qu'on me regarde, qui fait que plus je fais du stand-up, plus en dehors, je suis un peu genre, non... T'as moins besoin d'exister ailleurs, quoi. Ouais, mais sauf que c'est pas grave et c'est même plutôt sain d'avoir moins besoin d'exister. Mais ça devient problématique au moment où ton non-besoin d'exister tend un peu sur l'envie de disparaître. Comme on appelle ça dans le milieu, une Guillermo. Ouais, c'est ça. Tu vois, qui coupe tous les réseaux et qui vit dans une grotte. Parce que c'est compliqué lui, c'était à des niveaux de notoriété... plus, tu vois, on connaîtra jamais ta qu'on n'effleurera pas tout de suite, enfin pas l'année prochaine, quoi. Mais
Mais tu vois, moi, quand on me reconnaît dans la rue, c'est pas cool je suis un peu casse. Je sais pas, je me mets à saluer les gens comme ça. Tu sais, je fais merci beaucoup. Là, je fais des trucs genre Damso, ah merde. Merci pour la force. Je fais quoi? Tu sais, je fais des petits pouces comme ça. Merci. Enfin, parce que je sais pas me comporter. C'est devenu mon geste principal. Je pense que c'est vraiment le concentré de tout ce que je ne sais pas faire comme geste avec mon corps. Et c'est hyper méprisant. Juste quelqu'un qui dit j'adore ce que vous faites. Là. Allez, raconte pas ta vie. J'avoue. Non, mais ouais, je crois que c'est un peu lié au fait de plus t'es dans la lumière, et encore, hein, qui sont des bébés lumière. Une loupiote, quoi. Ah ouais, on est dans des veilleuses. Non, mais tu sais, parfois... Non, mais parfois, je pense à des gens... moi, ça me fascine un peu, parce que j'ai regardé en plus, il y a 2 jours, je te l'ai dit, le biopic sur Elvis, et j'ai regardé plein de documentaires, tu sais, les Elvis, les Michael Jackson, même les Angèle en France. Putain, comment tu gères ça, quoi? Ça doit être... Après, je pense que eux, tu passes dans une autre dimension, tu vois. Enfin, je sais pas si, quand Elvis se faisait arnaquer sa carte bancaire, si on lui demandait un autographe de Norman. de Prince, tu vois, j'en sais rien, mais ça doit être un truc qui t'écrase, quoi, de lumière. C'est pour ça, tous les gens connus, ils deviennent zinzin d'une façon chelou, tu vois. C'est pas juste genre ils perdent pied avec la réalité, c'est tout. C'est juste ils ont besoin de choses tellement intenses pour ressentir quoi que ce soit. C'est pour ça que les histoires de MeToo qui impliquent des célébrités vraiment célèbres, c'est rarement juste il a fait un truc pas correct. Il a fait un truc pas correct avec une bouteille de coca. Ouais. Dans une personne. En se faisant une omelette. Ouais, non, mais parce que c'est un truc de toujours plus, mais moi, je suis contente d'essayer de régler ça maintenant, parce que j'avais déjà ce truc avant tout ça. Ah c'est bon, quand je te dis que j'essaye d'apprendre la nuance, c'est pas du tout un truc que j'ai envie d'apprendre parce que ça va me servir dans le stand-up. C'est un truc que j'ai envie d'apprendre parce que c'est une névrose que j'ai depuis le début de ma vie, qui est la peur du moyen, la peur du banal, et ça prend tout. C'est ça, ce truc de trop ou pas assez. Le sport, la clope, les histoires d'amour. T'es là, mais si c'est pas une passion qui me déchire la gueule. Moi, je vais écouter Des'ree Kissing You pendant 1000 heures d'affilée en pleurant. Et c'est là que je sais que c'est chambé. Et en fait, non. Et en fait, c'est nul. Et j'essaye d'apprendre je peux plus dire en grandissant, mais en vieillissant, que parfois, juste le doux, juste les trucs agréables, c'est bien. On n'est pas obligé de se taper des grands écarts parce que ça en devient presque hormonal, tu vois. Donc je suis en train d'essayer de me contenter des journées normales, parce que sinon je suis dans la merde. Je vais être très 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 vite limitée sur qu'est-ce qui va me faire manger une perche, quoi, parce que je pourrais pas aller plus haut. Là, moi, je vendais des bijoux il y a 4 ans. Je monte sur scène et je fais pas des saliments, c'est tout. Mais j'ai déjà l'impression que je suis dans le bonus de ma vie. Là, je suis déjà arrivée dans un truc qui était par rapport à d'où je viens, à là où j'ai grandi, où j'étais. C'était pas. C'est fou déjà qui est ça. Donc je me dis, là, je vais pas essayer d'aller vite, tu vois. Il y a eu ça en 3 ans. Donc je me dis, là, faut que je bosse sur les 5 premières années, parce que faut pas aller chercher le plus fort et le plus vertigineux. Et va falloir que je réussisse à me sentir vivante un mardi en faisant le marché de mon quartier. Parce que sinon, c'est quoi? Pourquoi les gens deviennent zinzin? Franchement, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Hein. Souvent, c'est la teuf. Souvent, c'est la drogue. Tu vois, les gens qui sont connus, qui font des métiers qu'ils aiment et tout, et qui cherchent des sensations de plus fort, machin. Franchement, c'est un peu tout le temps la drogue ou l'alcool ou les substances ou les cachets ou machin. Tu vois, ils vont chercher des trucs pour aller au-delà de la normalité, quoi. Et moi, j'ai pas envie de... Et j'ai peur, tu vois, parce que je sais que je tomberai pas là-dedans, parce que je n'ai pas une nature hyper addictive. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, et puis vraiment, j'ai la cloison nasale du sinus déviée depuis que j'ai 4 ans, donc si tu veux, je vais pas commencer à mettre des trucs dedans. C'est une mauvaise idée pour tout le monde, mais je me dis que je sais que je tomberai pas dans les excès,
Mais il faut que j'accepte, du coup, que cet endroit-là de normalité, il m'aille. Et il faut vraiment que j'arrive à bosser pour que ça soit pas un truc qui me rende triste ou morose ou tu vois, moi, avant, c'était une insulte, tu vois, normal. Ouais, c'était bien. C'était bien, c'était normal, quoi. Maintenant, j'essaye de le dire sur un autre ton. Ouais, c'était bien, ouais. Tu vois, c'était ouf ou c'était à chier. Mais c'est un taf. Je me bats un peu pour le mettre en application. Le domaine où ça doit être le plus dur, en vrai, c'est l'amour, je pense. Bah ouais. Ouais, mais pas tant parce que c'est peut-être le seul domaine où justement faut pas trop se protéger de ça. Non, mais le problème, c'est que quelle que soit la façon dont ça démarre, ça finit par être normal au bout d'un certain temps. Sauf que là, vu que t'as essayé, le truc était hyper intense, qui était fou et tout, quand ça devient normal, tu fais oh putain, c'est nul à chier. Non, c'est pas nul à chier, c'est juste moins fort. Ouais. Là, je m'auto-convainc. Mais c'est non, à moi mais que je parle. Ça va. Non, c'est pas non, mais ça rejoint exactement ce que je disais avant j'apprends aussi en amour et en amitié à que ça soit juste doux et c'est bien. Et c'est pas mais on est tous pareils, j'ai pas l'impression de sortir un truc je suis pas du tout unique là-dedans, j'en parle à des potes et là tu vois c'est marrant parce que j'ai un pote qui s'est mis avec une meuf. Tu vois, lui, il est vraiment de l'école. Si j'ai pas un départ de feu dans le bide tout de suite, ça viendra pas. Il insiste un peu parce que, allez, tu vois, 37 ans, là, tu vois, ça serait bien que je démarre un truc et tout. Et 4-5 mois et tout, il me dit, écoute, c'est pas... tout mon univers n'est pas en train de cramer, mais c'est cool. Et c'est joli. Et ce mot joli, je l'ai trouvé hyper important. Parce que c'est pas beau, c'est pas passionnel, c'était juste joli. Et il y a plus beaucoup de joli, je trouve, autour de nous. Il y a plus beaucoup de poésie dans les choses. Et je trouve que l'amour, l'amitié, qui est le truc qu'on devrait remettre en haut de tous nos systèmes, c'est peut-être le seul endroit où ça sert à rien de te battre contre toi-même, parce qu'il y a un truc qui va te dépasser un peu. Et toute la psychanalyse, tous les trucs que tu as écoutés, tous les livres que tu as lus de développement personnel vont te servir à que dalle, parce que t'es fucked. Et c'est une très bonne nouvelle, dans le monde dans lequel on vit, d'avoir encore la capacité à être surpris. Et tout est chiffré. Je l'ai dit dans une chronique, j'ai la météo agricole. J'habite à Paris. Plus personne se fait surprendre par une averse. C'est fini. Tu vois, c'est dingue. Tu calcules, je sais combien de minutes il me faut pour aller de chez moi. Donc je trouve ça cool parfois de tomber sur quelqu'un et de dire ah bah merde, pas vu venir. Après. Tu fais des enfants, tu fais pas d'enfants, ça dure. Ça dure. Non, ouais. Ça dure longtemps, ça dure pas, mais c'est quand même joli. Mais là aussi, il faut peut-être essayer de dire qu'il y a des gens, ça va pas être incroyable, mais déjà ça va être bien, quoi. T'as vu toutes les histoires qui sortent, putain. Non, mais tu parlais des MeToo et tout. Moi, je suis contente parce que je me félicite un peu d'être entourée d'hommes. On sait jamais, tu vois, mais putain, mes potes sont chambés. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que je les vois avancer et ils sont déconstruits à 20% de ce que ça devrait être, mais c'est déjà 5% de plus que l'année dernière. Et ça, c'est de l'amour, déjà. C'est pas de l'amour amoureux, c'est pas de l'amour sensuel, charnel, machin, mais c'est une forme d'amour hyper pure d'essayer de te régler et de te soigner et de te driver pour la personne qui est en face de toi. Sans la baiser. Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie. Après, j'organise les week-ends aussi, quoi. C'est vrai que... voilà. Oui, pas faire un doodle cul, non plus. T'as eu 30 ans ? J'ai eu 31 ans, mais... Oui, mais bon, il n'y avait pas eu d'épisode depuis 1 an et demi. Ça t'a fait quelque chose ? T'as un truc avec les chiffres comme ça, les étapes Je crois que les 31, plus que les 30.
Parce que les 30, c'est là, tu fais ton anniversaire, c'est l'anniversaire à 2 chiffres, donc tu vas acheter des ballons ballons dorés. chez Emma dorés, t'es là, je suis une youtubeuse, t'as l'impression de fêter tes 10K, oh là là, genre... Et bon, moi, c'était entre les 2 confinements, donc mes 30 ans, c'était vraiment, on était 7 dans la réserve d'une boutique d'une pote à manger des pizzas, mais c'était quand même très cool. Et les 31 ans, il y a eu un truc de bascule de, allez la pente, allez, tu sais, j'ai l'impression, ça y est, je suis partie et ça va être 35. Non, j'ai pas peur... Je crois que j'ai pas trop peur. Je suis tellement plus heureuse maintenant que quand j'avais 25 ans, que quand j'avais 20 ans, que quand j'avais 15 ans. Moi, l'enfance, ça n'a pas été un truc très lumineux. Et l'adolescence non plus. Donc, je crois que maintenant, c'est super. Et je pense que ça va être trop bien. Là le tronçon 30-40 que je vais m'envoyer... Ah non, ça va être incroyable. Enfin, franchement, de toute façon, je vais te dire un truc. Il n'y a aucun moyen qu'il en soit autrement. Non, mais c'est mort, honnêtement... Parce que là, je suis dans la salle d'attente. Non, mais justement, j'ai pas attendu tout ça. C'est genre, tu vas quitter l'endroit. Il y a 1700 patients qui sont passés devant moi. Non, mais en vrai, moi, je sais que là, je peux me fighter, donc meurs qui veut. C'est quoi, tu peux te fighter? Bah, je peux me battre. Là, c'est... je vais... Ah non, mais j'ai envie de... Non, mais je suis un peu optimiste, tu vois, donc je sais que ça va être cool, j'ai pas peur de vieillir, je sais qu'avoir 40 ans, ça sera super, qu'avoir 50 ans, ça sera super. Après, je sais pas, mais j'ai 20 ans pour trouver. Mais de toute façon, il y aura pas grand-chose à trouver, hein. Non. Mais il y a plein de... Il y a tellement de trucs que j'ai pas fait, quoi, encore. Ça... Genre Bah, avoir un requin. J'ai pas validé le panier. Non. Il doit être avec mon scooter. Et Norman. Tellement de trucs que c'est Norman qui t'a volé ton scooter. Et tellement de trucs que j'ai pas fait, mais comme tout le monde, il y a plus de trucs que j'ai pas fait que de trucs que j'ai fait quand tu fais la liste de toutes les choses faisables. Mais moi, il y a des gens là de ma famille que je redécouvre. Et je me dis, oh, c'est trop bien. Et j'ai l'impression qu'on commence à zéro. Donc ça va être des premiers Noël, des premières vacances avec des gens que je connais depuis 31 ans. Tu vois, genre ma mère là. Dedans. Ouais, mais là ma mère, tu vois, on s'est un peu, elle a eu un petit problème de santé et tout qui s'est avéré pas grave, mais on a beaucoup flippé début septembre. Et moi j'ai toujours été un peu dur avec elle. Et ça m'a m'imaginer orpheline pendant une demi-journée, ça a complètement fait sauter tous les verrous de la méchanceté, de la dureté que je pouvais un peu avoir. Et je me suis découvert. Enfin, vraiment, je suis un peu devenue douce, mais un truc qui était un peu. Même elle me regardait. Genre, waouh, ok, waouh, tu vas mourir. J'étais là, non, vraiment, je t'aime. Et c'était hyper cool, et je me suis dit, putain, ça, à 32 ans, c'est chambé. Mon frère a 20 ans, ma sœur a 19 ans, ils sont enfin dans l'âge où j'ai plus l'impression de les babysitter, où je découvre qui ils sont en tant qu'être humain. Et je me dis, mais waouh, on a toute la vie devant nous. En plus, moi, j'ai ma trentaine avec eux. Eux, ils ont leur vingtaine. On va assister, on va se faire 1000 points d'étape. Après, c'est vrai que j'ai fini la série This Is Us il y a pas longtemps. Donc c'est vrai que là, je dis ça, j'ai plein d'images de mariage, de trucs dans ma tête. Et peut-être que vraiment, on va se voir peut-être une fois tous les 3 ans. Mais peut-être ça va juste être des enterrements. Hein. Mais toi, t'as pas parfois... Honnêtement, il y a un moment, il va plus rester grand monde. Là, faudrait vraiment qu'on se calme. Il va falloir qu'il y ait des naissances pour contrebalancer un moment. Mais je sais pas si ça vous le fait, mais je sais pas ce que vous avez remarqué. Non, mais tu vois, j'ai 31 ans et j'ai déjà l'impression d'être en vie depuis extrêmement longtemps. Parce qu'on dit tout le temps, ouais, la vie, ça passe vite, machin, tu vas pas le voir passer et tout. Et en vrai, je trouve que si... Et c'est bien de voir le temps passer. Ouais, mais je trouve qu'il y a un peu un truc exponentiel. Le début, c'était long de ouf. Ah ouais. Et puis là, moi, hier, j'avais 21 ans. Là, j'en ai 28. Et aucune idée d'où sont passées ces années-là. Ouais. Et je pense que c'est un truc exponentiel. Le plus tu vieillis, plus tu... En fait, on a tellement pas le temps de se poser. Ouais, tu dis ça maintenant, sauf que quand on était en train de les vivre, ces années-là, on était là... Oh, mais c'était horrible, long. Hein. Ouais. C'était horrible. C'était la vingtaine, c'est nul à chier, ouais. Ouais. Je sais, je suis dedans. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai 31 ans, je me dis, j'ai déjà l'impression d'avoir fait 4 fois le tour du cadran, et je me dis, je suis à... si tout se passe bien et que j'arrête de fumer un jour, à tout moment, il me reste 70% de la course. C'est trop bien.
C'est trop bien. C'était un message d'espoir très bizarrement amené, mais c'est trop cool. Et surtout dans le monde qu'on se prépare, qui est pas que à chier, tu vois. Je te parlais de Victoria, de mon frère et ma sœur. Moi, leur génération, elle me donne. Tu dis ça et tu regardes pas la Starac? Quoi? Mais c'est pas pour eux la Starac, c'est pour toi. C'est une Madeleine de Proust pour nous. Ma sœur qui chante. Non, mais ils sont jeunes. Tu veux je lui ai voir parlé les de la jeunes. Starac, elle m'a dit ah ouais. Mais je lui ai dit que toi tu regardais. Elle voulait dormir chez moi ce soir. Je lui ai dit bah, je peux pas. Il y a Fanny, on va faire un podcast et on va regarder la Starac. Vraiment, ce message Et existe. elle veut pas. Bah non, elle veut pas. Mais parce que déjà, elle a 19 ans en 2022. Pour elle, la télé, c'est un truc de très vieille personne. Vraiment, c'est un média, mais même Insta, Mais c'est pas la Starac qui compte, c'est de la regarder ensemble. On va regarder, mais tout ça pour dire que cette génération s'en fout royal de la Starac, mais en tout cas, ils ont don de combat. Et c'est cool. L'écologie. Bah ouais. Mais t'as pas l'impression d'être déjà une boumeuse parfois? Ah si, de ouf. C'est dur, hein. C'est très dur. Déjà, Hein. aller sur TikTok, je me dis, Oui, mais ça va trop vite. je suis finie. Mais t'y vas? Mais une fois, j'ai essayé de poster mes trucs. Pas. Mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas Y a l'interface. pas où est la fin? Oui. Non, mais il y a pas les trucs sur le côté, les Non, menus et tout. Je sais, j'ai jamais trouvé mes messages. Ou peut-être personne m'écrit. On ne sait pas. Ah oui, je sais pas s'il y a une messagerie. Ah. Il y a une messagerie sur TikTok? Mais Bon, c'est on a que des tous le même vieux. âge, mais bien sûr. Bien sûr. C'est que, mais d'un côté, c'est probablement vieux, mais un peu dépressif aussi. Donc. Non, je crois qu'on est les pires, ma femme. Non, mais les gens qui écoutent, les gens qui doutent, ils vont pas bien. Moi, j'ai les stats, hein. Bah, J'ai l'âge, l'antidep, la molécule et tout, tu vois. Ils doutent en tout cas, quoi. Bah, j'espère bien, putain. Mais ouais, du coup, je trouve ça un peu dur parfois de se sentir un peu boomer jeune, quoi. Toi, je t'avais dit, non, c'était ma cousine. Ma petite cousine qui a 15 ans. Et elle me dit qu'elle est amoureuse d'une meuf et tout. Et je fais, putain, ok, super, bah. Et tu sais, je suis un peu touchée. Et comme j'ai pleuré devant 1000 vidéos Instagram et YouTube de coming out, j'essaye de faire le truc bien, tu vois. Je me pose, je fais, putain, meuf, c'est trop bien, c'est cool. Merci de m'en avoir parlé. Tu sais, j'ai écouté plein de podcasts et tout. Et j'essaye. Et elle m'a dit, mais. Je fais, bah. Elle me dit, mais de quoi tu me parles? Je fais, bah t'es gay et c'est trop cool, quoi. Putain, à 14 ans, c'est bien, quoi. Et elle me regarde, elle me fait, mais non, je suis pas gay. Enfin, je sais pas, là, je suis avec elle, mais bah, demain, je serai avec un gars. Bah, et tu sais, elle m'a vraiment regardée. Et je me trouvais tellement cool, hein. Moi, dans mon truc de... je suis hyper contente que tu sois venue m'en parler, la puce. C'est super, vraiment, je suis un peu ta cousine cool. Elle m'a regardée en mode, mais va à la table des adultes, qu'est-ce que tu fais? Avec ton couple hétéro, je dis, oh, pardon. Et je me sentais... Et elle se fout de ma gueule, quoi, c'est trop marrant. Donc je me demande, eux, sur quoi ils vont se sentir boomer, parce que là, il y a quand même une accélération de la technologie, où à un moment, je sais pas ce qui va nous étonner. Je sais pas ce que nos enfants feront. Je sais pas ce que moi, mes enfants feront, où je me dirais, putain, non mais... ça, c'est les jeunes, ça. Puisque les trucs que ma mère... J'ai 70 ans depuis que j'ai 10 ans, tu vois, donc on est vieille, Fanny. Ouais. Donc je sais pas ce qu'ils pourront faire, où je me dirais, oula, oui, non, moi je vous laisse vos trucs là parce que ça va trop vite. Même dans leurs habitudes de consommation, dans la technologie, dans peut-être les expressions. Moi, il y a des trucs que je capte arrête pas. de te téléporter à table. C'est tout ce que je vois. Tant que tu vivras sous mon toit. Mais où es-tu? Mais il y a pas de toit, putain, on vit dans le métaverse. Ah! Putain, on m'a proposé de jouer dans le métaverse. Allez. J'ai répondu littéralement, ce message existe, ça me donne envie de mourir. Merci. C'était quoi le projet? Ben, un plateau dans le métaverse, tu joues avec un casque et tout, et les gens ils viennent te voir dans le métaverse. Et là, je me suis dit, si Travis Scott, il remplit pas un concert dans le métaverse, pourquoi des gens viendraient me voir? Et puis, ce principe de... Je comprends pas. En fait, je comprends pas le principe de métaverse, déjà. Donc, c'est comme si on m'avait dit, tu vas jouer à Soissons. C'est genre...
Je connais pas, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Bah, le métavers, c'est quoi? C'est un monde parallèle, quoi. Enfin, c'est un peu... Ouais, mais il y avait déjà ça avant, tu vois, avec... Les Sims. C'est Habbo Hotel en mieux charpé, quoi. C'est ça, ouais, mais les trucs là, comme ça, qui existaient. Mais il y a un public pour ça, tu penses? De gens qui vont se dire, je vais aller voir du... Je pense mais que c'est le quoi, seul public, c'est les gens qui font ça. Mais je comprends pas la différence entre aller regarder un spectacle de stand-up dans le métaverse et regarder un spectacle de stand-up sur Netflix. Mais c'est des petits bonshommes, je crois. Ou alors c'est... Je sais Bons pas. hommes. Je comprends. Pardon, on parlait de vieilles... Bons hommes. Oui, Waouh. là, des avatars, genre. Je sais pas, j'ai rien compris. Les trucs avec les NFT, j'ai jamais compris, tu vois. C'est des choses, elles existent, mais en fait, non. Tu fais, mais quoi? Ah, c'est les œuvres d'art, les singes, là? C'est non scientifique. En radio mamie, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, typiquement, j'ai pas l'impression qu'on va beaucoup aller dans cette direction-là dans les années futures, mais d'un côté, je croyais pas au QR code. Vraiment. Et moi, je suis quasi sûre d'avoir dit Internet. Pas ouf. Ça va pas prendre. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'Internet sur notre téléphone? Ma première chronique chez Click, le titre YouTube, c'est « On en fait un peu beaucoup avec cette histoire de coronavirus ». C'était en mars, et mon autre chronique après, qui est en septembre, s'appelle « Non, j'ai rien dit ». Donc je fais plus du tout confiance à mon pif. Je sais que je ne sais rien, c'est le seul truc. De base, tu voulais être comédienne? Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Parce que t'es genre la comédienne que je connais qui joue le moins... Ah, bah je passe des castings, Fanny. Non, en vrai. Ah oui, non, j'avais pas d'agent, mais parce que toujours ce truc de 2 ans de tunnel, où là, ça y est, j'ai un agent et que je passe des castings et que... Mais parce que je me suis pris au jeu du stand-up, en fait, maintenant... Et en fait, toujours cette histoire de stand-up à soigner un truc de rapport à la lumière ou machin, je suis là, oh là là, j'ai déjà du mal à écouter ma propre voix en chronique quand je m'entends dans une bagnole. Je sais pas si j'ai envie de voir ma tête dans un film qu'aura pas forcément été écrit bien. Ouais, non, mais tu vois, parce qu'au début, t'acceptes un peu les trucs, parce que tu te places, parce que ton agent, machin. Je trouve que c'est déjà dur de croire en ces textes, alors ceux de quelqu'un d'autre, et si ce quelqu'un d'autre, c'est Fabien Antoniente, on n'est pas arrivé, quoi, tu vois. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui a fait All Inclusive. Je sais pas ce que c'est. C'est un réalisateur. Genre film français... Ok. Franck Dubos qui pète dans la piscine. Enfin, voilà, Ah ouais, j'exagère à peine, hein, c'est plus ou moins les 3/4 de la bande-annonce. Mais du coup, non, je sais pas. S'il y a des trucs, je le ferai parce que c'est toi qui m'avais dit ça et je te reprends ton mantra de j'irai faire des trucs. Tu iras. Allez. Mon pays sera toi mais également, j'irai là où j'ai des trucs à apprendre et là où il y a des trucs qui me font marrer. Si demain c'est un rôle de ciné, de série, de peu importe, oui. Mais pas, c'est plus un c'est pas jouer pour jouer, quoi. Non, c'est plus un goal de, allez, la prochaine étape, c'est, allez, là on bascule dans le ciné et je vais être comédienne et je vais passer des castings. Là, je prends, quoi, je t'ai dit, je suis déjà dans le bonus, donc vraiment, là, demain, si on me dit, meuf, on a un petit projet d'ouvrir un ranch et il nous manque un cheval. Allez, hop. Zou, vous me sanglez bien. Non, mais... Non mais j'adore ce moment de ma vie où la porte elle est ouverte à mais c'est dangereux parce que la porte elle est ouverte à tous les projets et parce que j'ai envie de faire plein de trucs et à la fois j'ai très peur du vide. Donc c'est à dire qu'on va me proposer beaucoup de trucs nuls et je vais y aller. Il y aura rien. Mais c'est pas grave. Et bah je fabriquerai des portes. Je sais pas, je serai bûcheron, je sais pas, je vais trouver. Puis je vais arrêter de parler de cette carrière de stand-up comme si elle allait se finir la semaine prochaine. Hein. A priori, il y a encore 2-3 trucs à faire. Peut-être pas 4, 2-3. Parlant de jouer des rôles et tout, j'ai écrit un court-métrage dont les personnages principaux s'appellent Fanny et Morgane. Et sont 2 amies qui, voilà, il y en a une qui a toujours un peu d'optimisme et qui a un peu la sagesse comme ça, et puis il y a l'autre qui fait n'importe quoi avec ses émotions. Et qui les incarne? Pas nous. Pourquoi? Parce qu'on a fait le casting et que c'était même pas bon. Et qu'on n'est même pas les meilleurs pour jouer nous. C'est vrai? Ben, on n'était pas les meilleurs pour jouer nous. Mais
Parce que moi, je croyais qu'on n'avait pas joué dedans parce que tu préférais juste te concentrer sur la réelle. Du coup, tu choisis ce podcast en public enregistré pour venir comme... C'est marrant, hein, mais comme les choix. deux, les C'est deux. marrant comme choix de confidence. Ah Oui. ouais. Non, il y a les deux raisons. Mais objectivement, on n'était pas les meilleurs pour jouer, nous. Bah après, est-ce que ça aurait été intéressant Ça aurait été rigolo. qu'on joue? Ça aurait comme mettre une GoPro dans mon salon et... Non, mais c'est bien justement de voir ce qui reste de nous une fois qu'on enlève nous et qu'il reste juste ce qu'on se dit et... Bon, leur podcast, quoi. Mais... Oui, Non, mais une ça. fois qu'il reste juste les textes, ça va être drôle de voir ce que t'as choisi de notre relation, ce que t'as choisi d'écrire et de mettre en exergue, parce que t'as pas pu tout mettre. C'est un court métrage, mais et de le voir joué par d'autres gens, ça va être trop bien. Parce que ça se trouve, les meufs vont nous insupporter, et ça se trouve, il y a des trucs qui vont nous apparaître hyper clairs. On va dire, mais je suis une conne. Voilà. Ou putain, celle qui est optimiste, en fait, elle est lesbienne depuis le début. Et l'autre, elle essaye de la convaincre. Mais bien sûr, on ne sait pas, on verra quand ça va sortir. Je serai la première surprise. Et c'est qui dedans, tu peux dire? C'est Mara Taquin et Jérôme Chasserio. Voilà. Et Bon, ouais, à la fois, si t'avais dit, c'est Marion Cotillard et Jessica Chastain. Waouh! C'est Je suis ça. ravie d'avoir raté En ce fait, casting. Marion, je l'ai rencontrée à l'avant-première d'Athéna. Et elle Ouais, était un peu, je sais pas, elle a été séduite par notre pudeur et le fait qu'on avait toujours la bouche pleine. Ah, c'est le moment où elle était sur les épaules d'Hugh Jackman. Ouais, c'était incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, encore? T'as l'impression de t'améliorer en tant que personne, à part quand tu fais la personne handicapée pour avoir une place de parking? Ça dépend des domaines. En vrai. Dis. J'ai l'impression d'être une meilleure amie Mhm. pour après, pas pour tout le monde, hein, mais pour mon cercle proche de potes, c'est hyper dur à dire. J'ai l'impression que je suis plus loyale maintenant et que je suis peut-être plus à... Je sais pas, je suis peut-être plus à l'écoute et parce que j'arrive à être plus mignonne maintenant. J'ai un peu débloqué ce truc-là de pudeur, donc ça y est, je balance des grands je t'aime, des émojis cœur, et je prends, enfin bref, la meuf fond complètement. Donc ça c'est chouette pour les gens qui le reçoivent. Je pense que je suis une meilleure sœur pour Tes frères et sœurs, du coup. Ouais, bah c'est mieux hein, pour qui de droit. Je suis une cousine à chier pour l'autre petite lesbienne. Ah, je t'emmerde. Non, je sais pas si je suis une meilleure amoureuse. Je sais pas si je suis une meilleure stand-upeuse, mais franchement, je pense que t'es un meilleur être humain à partir du moment où tu continues à essayer encore et encore et encore. Et au bout, on verra. Mais il y a des gens qui sont là et qui me répondent à mes émojis cœur par des émojis cœur. Donc c'est que... Parce que après, tu me demandes si je suis une meilleure personne et je parle que d'amour et d'amitié, mais parce que, encore une fois, il y a que les autres. Il y a que ça qui est important. Le reste, on fait des blagues, on monte sur scène, on signe avec des prods. C'est pas... C'est le discours de quelqu'un qui aurait déjà percé. On est là, on fait du bif, on prend des avions, tout ça, pas du tout. Mais non, mais je veux dire, tout le reste, tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Le jour où on va mourir, on va se rappeler de 4 personnes sur les 100 milliards. Et on va se rappeler de 4 moments. Et si ces 4 moments dans la vie des gens, c'est quand même toujours la naissance de tes gosses, les machins, les trucs, c'est quand même qu'à mon avis, il y a un truc qui fait que perdons pas trop d'énergie à nous détester quand on n'arrive pas à faire tous les trucs périphériques autour. C'est pas grave de pas savoir faire un créneau ou de changer de carrière ou c'est pas grave. T'aimes, t'es aimé, t'as tout ce qui se passe autour, ça ira. Voilà. Après, peut-être on va faire un épisode dans 1 an et demi et je vais te dire. Tu vois la porte que j'avais laissée ouverte? C'est bon. Eh bien, quelqu'un a cambriolé. Et ils ont un peu chié partout. Non, mais voilà, écoute, c'est juste ça, quoi. Après, t'es meilleur à un instant T
Et après, en essayant de te sauver toi, tu fais souffrir des gens. Hein. Parce que évoluer et bosser sur toi-même, c'est forcément te rendre compte de toutes les fois où t'as été une merde avec les autres, où t'as été dur, où tu les attèges et pas forcément prendre le temps de t'excuser parce que c'était il y a 3 ans, alors que ça changerait peut-être juste la vie de quelqu'un. Tu te dis, pardon. Mais bon, on va faire du cas par cas non plus, quoi. Mais bah ouais, bah écoute, j'essaye. Je sais pas si je suis une meilleure personne, mais écoute, au moins je me pose la question déjà. Il y a vraiment des gens qui sont en roue arrière et qui, je pense, qui ne se posent jamais la question de à qui ça fait du mal, à qui ça fait du bien, qui sont juste là. Et on l'a été à un moment et on le ressera. C'est les premiers qui meurent. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais ouais, parfois il troule dessus aussi. Donc, et parfois t'es cette personne. Donc bon, beaucoup de métaphores de scooter parce qu'il me manque, mais voilà. Merci Morgane. De rien, Fanny. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent. J'espère que cet échange vous a plu autant qu'à moi. L'épisode a été enregistré par Charles De Cilia avec l'aide de Gauthier du Point éphémère. Le mixage et le générique sont de Maxime Moitieu. Merci à Julie et à toute l'équipe du Point F ainsi qu'au public présent dans la salle. Morgane Cadignan est en spectacle à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre, tous les mercredis à l'Européen. Et puis en tournée dans pas mal de villes en France, Suisse et Belgique. Tous les liens pour réserver ou la suivre sur les réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner aussi aux gens qui doutent tant que vous y êtes ou à me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram pour être tenu au courant de la suite. À très bientôt, des bisous. Quelle belle perte de temps.